Bonjour, merci d'être avec nous euh, pour ce moment d'échange autour du thème de Africa of Talent, Mobility, Skills, Inclusion in a Polarized World. Nous aurons parmi nous, mais elle va nous rejoindre tout à l'heure, Madame Camélia Toutouman-Leclerc, ancienne ministre d'État, ancienne ministre de l'Éducation du Gabon, qui s'excuse et qui va nous rejoindre pendant nos échanges. Nous avons aussi avec nous Abdallah Chouer, qui est ingénieur, diplômé d'État. Abdallah Chouer est directeur général de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences, l'ANAPEC. Nous avons avec nous aussi, elle nous vient du Cameroun, Fadimatou Noutchemo. Elle est directrice pays Cameroun et Nigeria d'Afrijet et Liga Gabon. Elle est basée à Douala. Nous avons aussi avec nous Luigi Rebuffi. Luigi Rebuffi est le secrétaire général de Women for Cyber Foundation, une association qui doit nous présenter tout à l'heure un peu plus. Et puis, nous avons aussi le plaisir d'être avec Hatim Zineb. Hatim Zineb est la présidente de Morocco Entrepreneurs. Alors, pour commencer la discussion, un peu par une question ouverte, comme je disais tout à l'heure, pour permettre à tout un chacun de poser un premier diagnostic par rapport à la thématique, à la question qui nous réunit. Une des questions les plus importantes, c'est comment transformer la jeunesse africaine en véritable moteur de croissance dans un monde polarisé et marqué par de multiples générations. On a vu dans le monde, je sais qu'il y a beaucoup d'interprétations, ce qu'on appelait la Gen Z. Comment dans ce monde-là où tout bouge, tout change, les défis sont de plus en plus compliqués, transformer les talents en succès ou en investissement. Je propose de commencer par peut-être de reprendre l'ordre, de commencer avec Monsieur le directeur général. Merci. Il faut juste appuyer avant de parler, je crois. Ouais, c'est bon, ok, merci. Donc, merci. Effectivement, je pense que nous évoluons aujourd'hui dans un contexte mondial marqué par beaucoup de tensions géopolitiques, économiques et technologiques aussi. Mais au milieu de ce paysage, il y a un avantage pour l'Afrique, qui est ses talents. Aujourd'hui, au niveau du continent africain, c'est le continent le plus jeune au monde et avec une jeunesse très, très, très dynamique. Et le vrai défi aujourd'hui n'est pas de trouver les talents au niveau de ce continent, mais beaucoup plus de créer les conditions pour qu'ils s'expriment et leur proposer des opportunités réelles, que ce soit au niveau national ou à l'international aussi, et donc de transformer notre vitalité démographique en vitalité économique. Ça, c'est la question à laquelle il faut répondre. Et pour moi, ces transformations passent par trois clés. Donc la première clé, c'est la mobilité. La première clé, c'est une mobilité professionnelle organisée. Donc, parce que lorsqu'il est subi, il fragilise. Et donc, pour moi, lorsque cette mobilité est préparée, est concertée, et encadrée, et sécurisée, il devient un vrai levier de développement partagé entre le pays d'accueil et le pays d'origine. Et pour nous au Maroc, donc le Maroc a déjà entamé c'est-à-dire la question de la mobilité depuis plus de 20 ans, donc via l'agence, via l'ANAPEC, avec un modèle basé sur une organisation solide.
avec un réseau d'agences aujourd'hui au niveau du Maroc qui atteint une centaine. Il y a un process de sélection des gens et des talents pour la mobilité qui est très transparent. Et aussi des partenariats bilatéraux avec plusieurs pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord et que ce soit aussi au niveau du Golfe. Mais notre expérience donc pour la question de mobilité, donc aujourd'hui chaque année pratiquement des milliers, je pense qu'on parle je sais pas, le chiffre exact c'est entre 16 000 et 17 000 départs qui se fait chaque année vers l'Europe et vers les autres pays. Cette expérience nous a démontré que la mobilité, lorsqu'elle est concertée, il permet donc de s'inscrire dans l'esprit de ce qu'on appelle le Global Skills Partnership, qui se base sur les 3 gagnants, donc le pays d'accueil, le pays d'origine et le talent. Donc tout le monde gagne. La deuxième clé, c'est les compétences. Et la question des compétences se pose aujourd'hui dans un monde qui est en plein évolution. Donc les métiers évoluent. Il faut que les compétences suivent. Et aujourd'hui, nous, au niveau de l'ANAPEC, on investit beaucoup dans les formations, donc tout ce qui est upskilling et reskilling, donc c'est des formations de qualification ou de reconversion, donc pour nos jeunes, pour leur permettre donc de s'adapter facilement à ces questions d'évolutivité dans les différents contextes. Donc on parle digital, de l'IA et aussi des secteurs émergents auxquels nous réservons aussi des programmes de formation spécifiques. Cet accompagnement donc, en matière de formation s'applique aussi dans le cadre de la mobilité parce que tous les bénéficiaires de la mobilité, généralement, ils bénéficient dans le parcours de formation linguistique, de formation culturelle donc, et aussi technique donc, pour s'adapter facilement lorsqu'ils arrivent au pays de destination. La troisième clé, c'est l'inclusion. Donc, je pense que cette question est très importante parce qu'il n'y a aucun continent qui peut avancer, qui peut réussir si il laisse derrière des jeunes non diplômés, les NEET, les femmes, les gens de la zone rurale. C'est pourquoi cette question a été au cœur de la nouvelle feuille de route de l'emploi que ce gouvernement donc a mis en place et qu'on est en train de déployer aujourd'hui, notamment au niveau de dispositifs, par exemple de l'ANAPEC du contrat insertion, qui était à date, donc jusqu'à 1 mois ou 2 mois, jusqu'au mois de septembre, était réservé, donc les contrats d'insertion étaient réservés aux diplômés. Donc à partir de septembre, donc il y avait l'ouverture du programme pour les non-diplômés aussi. Le gouvernement, donc, via le ministère de l'Emploi, donc, a aussi lancé il y a 1 mois un grand projet d'apprentissage, donc c'est de formation par apprentissage, donc, qui va permettre à peu près 100 000 jeunes de bénéficier de formations intra-entreprises. Donc c'est des formations, le modèle apprentissage, c'est des formations qui se déroulent donc en 20% de formation pratique et 20% de formation théorique et 80% de formation pratique qui se passe au niveau d'une entreprise. Donc tout ça donc pour permettre à une large communauté ou à un certain nombre de jeunes, surtout les NEET, donc de bénéficier de ces programmes et de pouvoir trouver facilement des opportunités de travail
par la suite. Donc, l'élément transversal dans tout ça, c'est les services publics d'emploi. Donc, sur les différents pays, donc nous, en tant qu'ANAPEC, donc depuis 20 ans déjà, donc la question de l'inclusion, la question de la mobilité et la question des talents est au cœur des différentes initiatives portées par cette agence. Merci, Monsieur Chouir. Je vais donner la parole à Fadimatou. Vous venez d'un pays, le Cameroun, hein, qui est un des pays les plus jeunes au monde. On voit avec le partage d'expérience de M. Chouir que toute la problématique de l'emploi surgit tout de suite, en fait. Mobilité, formation, inclusion. Vous êtes une actrice de terrain, une femme entrepreneuse. Comment vous, selon vous, vous abordez la question de la transformation du potentiel talent en emploi, en richesse et puis en valeur économique? Merci déjà de me passer la parole et je tiens à remercier le MEDES pour cette opportunité où on met les jeunes, le talent africain au cœur des discussions parce que la problématique du chômage touche la plus grande majorité des jeunes Africains et quand on parle du talent, ils sont talentueux ces jeunes, mais si je prends le cas du Cameroun, à mon avis personnel, hein, et ça n'engage que moi, je pense que contrairement au Maroc qui a dans sa stratégie des outils pour amener ces jeunes dans différents secteurs au niveau de qualification à insérer le monde professionnel, nous manquons encore cette capacité-là et cette expérience-là. Parce que quand je circule je prends un exemple, dans les rues de Douala ou de Yaoundé et que je trouve des trous dans les routes, chaque fois je dis mais pourquoi est-ce qu'on a des jeunes qui sont au chômage et qu'on ne les amène pas à se former sur les métiers dont on aura l'utilisation qui va les employer. Et donc, je pense que le système éducatif chez nous doit pouvoir on doit le repenser pour l'adapter à notre besoin, pour s'assurer que ces jeunes au moins se forment dans des secteurs qui sont utiles pour le pays. Donc déjà, ces talents-là ne sont pas exploités parce que beaucoup sont désorientés. Raison pour laquelle, moi qui suis du secteur aéronautique, à travers ma plateforme des jeunes professionnels de l'aérien en Afrique, j'ai créé une plateforme parce que c'est une industrie mondiale qui recherche de la main-d'œuvre qualifiée, mais pour laquelle l'information sur les ouvertures de ces secteurs reste encore fermée, parce qu'on pense que l'aéronautique, c'est pour une certaine classe sociale. Pourtant, c'est une industrie mondiale qui démontre parfaitement qu'on a besoin des talents. Et là, dans ce contexte de talent, en Afrique même, on a des difficultés par rapport à notre démographie. Donc pendant que l'Afrique centrale va rechercher des pilotes adaptés pour les compagnies aériennes dans cette zone-là, on aura par exemple le Nigeria à côté qui aura des Africains qui sont pilotes mais qui n'ont pas d'emploi. Donc la problématique sur le talent africain, la mobilité, l'inclusion fait en sorte que je pense que le continent entier devrait pouvoir revoir sa stratégie sur l'identification des secteurs actuels et présents, par pays d'abord, par sous-région, et ensuite le continent, pour voir les pays africains, parce que si on veut parler de l'inclusion de ces jeunes dans l'employabilité, il faut bien pouvoir faire la promotion de la mobilité, de l'expertise intracontinentale. Mais parce qu'on n'a pas un système de collecte de bases de données sur les compétences africaines, ça fait qu'on ne peut pas aborder la problématique de l'employabilité des jeunes parce qu'on ne sait pas quel pays a une carence dans quel secteur et quel secteur a un talent africain plus développé. Donc moi qui parcours dans le cadre de mes activités les 54 pays pour parler de l'attractivité du secteur aéronautique qui en plus est mélangé avec, qui va de pair avec l'hôtellerie et le tourisme, c'est des secteurs pour lesquels ces jeunes qui sont au chômage, qui tous les jours veulent quitter le continent pour aller en Europe, ont une possibilité dans notre continent de pouvoir être employés, mais on ne parle pas beaucoup de cette mobilité, de ces talents-là, parce qu'il n'y a pas un suivi. Donc aujourd'hui, quand je regarde le cas de mon pays, j'ai beaucoup de jeunes qualifiés, compétents, mais dans des secteurs en fait qui sont saturés. Et aujourd'hui, on veut essayer de faire l'équilibre et on invite tous les secteurs à pouvoir ressortir des nouvelles approches, d'innover et avec les nouvelles technologies pour s'assurer qu'on peut identifier les niches et permettre à ces jeunes talentueux de pouvoir rejoindre, par exemple, si le Maroc demande dans sa stratégie
du développement à travers le GIMAS de l'industrie aéronautique et spatiale a besoin des techniciens, des ingénieurs. On a des ingénieurs au chômage ailleurs qui peuvent juste venir être reconvertis pour remplir cette industrie-là. Luigi Rebuffi, vous êtes... Enfin, on parle de talent, on parle de jeunes, mais on parle de femmes. Oui, bon, oui, mais bon. Ce qui m'a intéressé dans votre fondation, dès que j'ai vu l'intitulé, il y a ces problématiques-là. C'est-à-dire, il y a la question des femmes reliée à la question des nouvelles technologies. Est-ce qu'il y a une spécificité femme? Et puis, est-ce que, comme disait Fadimatou, la question des nouvelles technologies peut être une réponse à l'éclosion, ou en tout cas, comment on transforme les talents africains en potentiel économique, en emploi, en croissance? Moi, je vous trouve très jeune. Ok. Bon après-midi tout le monde. C'est d'abord Luigi Rebuffi, je suis le fondateur et secrétaire général de Women for Cyber Foundation, qui aujourd'hui a 34 chapitres en Europe. Et on est en train d'ouvrir d'autres chapitres au niveau mondial, aussi en Afrique. Donc on a plusieurs demandes. Donc c'est la première fois que je viens en Afrique, donc je découvre l'Afrique, y compris donc. Bienvenue. Et effectivement, mais bon, je dirais que la problématique ici est peut-être est la même qu'ailleurs. Juste les points de départ sont différents, mais les problèmes sont les mêmes partout. Donc, la technologie émergente, la cyber, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on peut dire. Bon, l'aéronautique aussi, parce que c'est pas émergente, mais c'est quand même une technologie fortement innovante, avec beaucoup d'innovation. Et voilà, je voulais donner un peu mon point de vue aussi. Pourquoi donner un peu l'exemple que pour moi, les femmes, ok, on peut faire un discours diplomatique, politiquement correct, insertion, diversity et tout ça, mais pour moi, quand on a besoin de talent, les femmes et les hommes sont juste des personnes. Je ne fais pas la différence. Les femmes ne sont pas plus talentueuses? Les femmes, et pour utiliser un mot que, bon, on ne l'a pas ici, mais c'est le thème de cette conférence, c'est la résilience. Moi, je suis un ingénieur nucléaire. Pour moi, j'ai étudié la résilience mécanique, née en 1906 comme concept. On l'étudie dans les centrales nucléaires, c'est fondamental, la résilience. Et quand je pense à la résilience au-delà des centrales nucléaires, pour moi, c'est la femme. Les femmes sont résilientes, beaucoup plus. L'homme peut être fort, hein, l'homme fort et tout ça, macho et tout ça, italien d'origine, donc facile à dire. Mais les femmes sont résilientes, beaucoup plus que l'homme. Et le problème, c'est que quand on est en temps de crise, en temps de difficultés géopolitiques et tout ça et comme ça, quand on a une crise, qui est-ce qui va survivre? C'est les personnes qui sont résilientes, les États qui sont résilients. C'est ça qui vont survivre, parce qu'ils sont prêts. Ils sont déjà préparés, en quelque sorte, aux adversités. Parce que les adversités vont arriver. C'est pas que ils vont pas. Donc tout ça, il faut être prêt, il faut être résilient. Et pour être résilient, il faut être préparé, il faut être compétent. Et c'est ça, pour revenir un instant à Women for Cyber. Donc j'ai créé Women for Cyber parce que en 2017, la Commission européenne avait dit on a besoin en 2022, donc 5 ans après, des 230 000 experts en cybersécurité. Experts. Ils n'ont pas précisé si femmes ou hommes. Mais comme j'ai discuté entre deux ingénieurs, on fait du point de vue statistique. Si on néglige 50% de la population, les femmes, on ne va jamais y arriver. Donc c'est pour ça que... Et le même discours, c'est pas seulement pour la cyber, c'est pour toutes les technologies. Donc on a un réservoir de compétences, d'expertise, qu'aujourd'hui n'est pas suffisamment traité, on ne puise pas suffisamment dans ces réservoirs des femmes. Et le problème, ça vient des hommes qui ont du mal à accepter les femmes d'aller vers des nouvelles technologies, même, je dirais, même des parents qui poussent. Et moi, je le vois, ma sœur, ma femme, qui a eu des pères qui ont créé des problèmes à leurs filles pour aller dans certaines directions, mais aussi des femmes mêmes, et on le voit quand dans Women for Cyber, on essaie de faire du mentorship
et aider des jeunes filles qui se posent beaucoup de questions. Ils disent, moi j'ai peur d'y aller parce que peut-être je ne suis pas capable. Mais pourquoi jamais un garçon il se pose ces questions. Donc il y a toute cette dynamique, ce processus a changé. Mais pour moi, comme je disais, l'homme et les femmes, il n'y a pas de différence. Ce sont des personnes qui peuvent être experts tous les deux dans toute la technologie qu'ils veulent. Merci Luigi. Alors nous sommes rejoints et je souhaite la bienvenue à Madame la ministre d'État, ancienne ministre de l'Éducation du Gabon, son Excellence Camélia Toutoum Leclerc. Bienvenue. Alors avant de passer la parole à son Excellence Toutoum Leclerc, Hatim Zineb, vous présidez Marocco Entrepreneuse. Alors c'est quoi d'abord Marocco Entrepreneuse? Et puis on en revient à la question qui nous réunit. Comment transformer le potentiel talent africain économiquement en emploi, en plus-value? Votre point de vue est assez intéressant parce que M. Chouir nous parlait de la stratégie globale au niveau étatique. Puis j'imagine vous êtes plutôt une actrice de terrain de l'entrepreneuriat. Alors, tout d'abord, je suis honorée d'être là aujourd'hui et de parler de mon continent, l'Afrique. Quand on parle Afrique, on ne peut que parler avec le cœur. Donc, je vais essayer en fait de dire déjà de présenter le réseau Maroc Entrepreneur. Maroc Entrepreneur est un réseau qui existe maintenant depuis 26 ans et qui a été fondé d'une simple vision de trois jeunes hommes qui ont lancé le réseau. Et de là où ils étaient, ils avaient besoin d'aider, de pouvoir participer au développement socio-économique du Maroc tout en étant en France. Donc ils se sont dit, comment on peut faire ça? On peut faire ça à travers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un moyen de mobiliser les talents parce que l'entrepreneuriat ne connaît pas les frontières. C'est une langue où l'entrepreneur va chercher des solutions, va essayer de s'entourer des meilleurs et va créer de l'impact. Donc, je peux dire la meilleure forme pour mobiliser les talents dans le continent, c'est de leur donner la possibilité de rêver grand et d'entreprendre. Après, je rejoins complètement ma sœur du Cameroun qui a parlé de la formation, parce que la formation est un des sujets primordiaux pour le continent. On a des jeunes talents très brillants, mais il faut les former. Il faut les former au challenge africain. Il faut leur donner la possibilité de l'emploi, de la formation, de l'expertise et de leur laisser surtout la possibilité de rêver grand. J'ai rejoint récemment une université qui porte cette vocation, qui est l'université Mohamed VI Polytechnique, tout simplement pour cette vision-là, parce que je me disais, si je peux apporter quelque chose à mon continent, à la jeunesse, au futur, c'est à travers l'éducation et c'est à travers la formation. Donc, investir dans la formation, c'est investir dans la jeunesse. Investir dans la jeunesse, c'est investir dans le futur de l'Afrique. Après, ce que je peux dire aussi, c'est quand on parle mobilisation des compétences, on doit parler aussi de l'Afrique et l'Afrique plurielle. On en parlait tout à l'heure avec mes collègues, on parlait de l'Afrique. C'est vrai qu'on a une vision d'une Afrique singulière, d'une Afrique au singulier, alors qu'il y a les Afriques. Et pour ça, il faut qu'on puisse donner à cette jeunesse la possibilité de découvrir le continent. Et je suis une grande fan d'un projet européen qui est Erasmus. Et mon jour demain, enfin mon rêve demain, c'est de pouvoir voir aussi la jeunesse africaine, de pouvoir voyager et découvrir ce beau continent. Et je pense que ça peut être la meilleure façon de mobiliser les talents et de pouvoir vraiment porter la même voix et découvrir les différents visages de ce continent. Je retiens, parce que c'est la deuxième phase du débat, mais on peut noter qu'il y a une proposition concrète qui me semble, c'est la création d'un programme d'échange africain à l'image d'Erasmus. On parle beaucoup d'éducation, ça tombe bien. Madame la ministre Toutoum Leclerc, qui nous a rejoint, est ancienne ministre de l'Éducation du Gabon. Quand vous arriviez, il y avait une sorte de consensus commun sur le fait que
le talent est là, le potentiel est là, et la formation reste quand même une des réponses évidentes, en tout cas clés, pour transformer le potentiel. Comment vous, qui avez cette expérience, comment appréhendez-vous le sujet? Quel constat faites-vous aujourd'hui de la question de la formation des talents africains, et peut-être sur quelle dynamique faudrait aller ou quelle nouvelle approche ou réflexion? Madame la ministre. Merci. C'est toujours un plaisir d'être au MEDES. Vraiment, je voudrais d'abord remercier la Fondation Amadeus et exprimer notre profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, parce que c'est sous son haut parrainage que se tient le MEDES. Et lorsque ça se fait à un aussi haut niveau au niveau du Maroc, c'est à saluer, parce que c'est le carrefour des rencontres où on peut partager une communauté de bonnes pratiques. En ce qui concerne justement le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, il faut d'abord partir d'un constat qui est simple, c'est que la polarisation est croissante aujourd'hui. On ne peut pas fermer les yeux sur les tensions géopolitiques, on ne peut pas nier la fracture numérique, les concurrences qu'il y a au niveau technologique, mais pour reprendre ce que disait ma collègue de panel tout à l'heure, et je dirais que l'Afrique est vraiment ce réservoir-là de talent. C'est un réservoir de talent, pourquoi? Parce que notre jeunesse, 60% à 25 ans aujourd'hui, et qu'elle est dynamique, et qu'elle est créative, qu'elle veut en donner, qu'elle veut montrer à la face du monde ce qu'elle est capable de faire. Mais ça, il y a des prérequis. Les prérequis, les préalables, c'est la formation. C'est la formation et c'est l'éducation de nos élites. C'est déjà d'accorder un financement important pour la formation de notre jeunesse dans les secteurs porteurs. C'est d'avoir un discours de vérité avec la jeunesse en disant c'est bien, vous voulez continuer à faire des études de ce que vous avez choisi, c'est bien. Mais si tu veux gagner ta vie et si tu veux exceller, voilà actuellement quels sont les secteurs porteurs où tu peux trouver du travail. Comme ça, il choisit en toute connaissance de cause, que ce soit facile ou que ce soit difficile, il choisit. Ensuite, il faut que ces talents que nous avons, nous puissions un peu les chouchouter, parce qu'il y a la fuite des cerveaux. Dès que nos élites sont bien formées, la première chose qu'ils pensent à faire, c'est d'aller en Europe, en Amérique. Pourquoi? Les conditions de travail sont meilleures. Pourquoi? Parce que le salaire est bien meilleur par rapport à chez nous. Donc il faut inverser les choses et se dire, mettons de l'argent pour bien les former, que ce soit dans l'éducation et surtout pour la formation professionnelle, l'enseignement technique et professionnel. On ne peut pas avoir des grands projets en Afrique et ne pas avoir la compétence et les qualités qu'il faut pour accompagner ces projets-là. Sinon, qu'est-ce qui va se faire? Pour les petits métiers qui sont en bas, on aura toujours au niveau national les personnes, mais quand on va monter dans la hiérarchie au niveau des entreprises, on aura toujours recours à la main-d'œuvre qui vient de l'Europe ou qui vient des Amériques. Non, il faut justement identifier ces secteurs bien pointus où nous n'avons pas beaucoup de main-d'œuvre qualifiée, où il faut qualifier ces gens-là pour qu'eux, ils puissent être à la tête de tout ce que nous mettons en place. Autre chose, c'est qu'il faut qu'on se décomplexe. Elle parlait du programme Erasmus qui marche bien en Europe. Il faut avoir un passeport talent d'Afrique. S'il y a un pays qui a un déficit d'enseignants, il faut envoyer des enseignants là-bas pour travailler dans le cadre de la coopération. S'il y a des déficits de médecins, il faut envoyer pour qu'on puisse travailler. Pourquoi tout ce qui vient de plus loin que nous est mieux que ce que nous avons, nous, les valeurs que nous portons? Nous connaissons nos problématiques. Ce qui se passe dans nos champs, dans nos campagnes, dans nos communautés rurales, nous les connaissons, nous partageons ces problèmes-là. Même au niveau des maladies, nous n'avons pas les mêmes problèmes que les autres. Quand on parle de la malaria, du paludisme, ça mobilise moins de fonds que lorsqu'on parle d'autres maladies. Pourquoi? Parce que ce sont des maladies qu'on trouve essentiellement en Afrique. Donc il faudrait qu'on arrive à se décomplexer en disant, jeune Africain, c'est toi qui es l'avenir de demain. Tu es l'avenir de demain, donc tu dois être, comme pour moi je dirais un Kevazingo parce que je viens du Gabon, d'autres diront le baobab, d'autres prendront d'autres arbres qui font la fierté de nos paysages et nos forêts, en disant, nous devons avoir nos racines profondément ancrées en Afrique, connaître son identité, ses besoins réels, et avoir le feuillage qui va jusqu'en Europe, jusqu'en Amérique, pour parler de nos talents. Il faut cette mobilité-là de nos talents. Mais il faut aussi que tous les acteurs s'impliquent. Ce n'est pas que l'affaire du gouvernement. Moi, je viens d'être élue députée, donc j'attends le remaniement du gouvernement pour savoir comment ça va se passer pour la suite. Mais ça va bien se passer. Merci beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement que l'affaire du gouvernement. Tout ne peut pas venir du gouvernement. Le
gouvernement peut décider, comme le fait le président Oligui Nguema au Gabon, qui place l'éducation et la formation au cœur de ses priorités, ou ici au Maroc, parce qu'on vient s'inspirer, par exemple, de la formation professionnelle, l'enseignement technique ici, avec l'OFPPT. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les autres acteurs aussi doivent s'impliquer, les entreprises. Avoir un discours de vérité, nous dire quels sont réellement leurs besoins, et ne pas faire le calcul de comment recruter le plus moins cher possible, mais nous dire voilà ce que nous voulons, ce que nous devons former. Nous devons également regarder les organisations internationales, pas seulement que pour nous dicter, nous dire voilà le chemin à suivre, mais les adapter en fonction de ce que nous faisons. Nos manuels de procédure, nos manuels, que ce soit au niveau de la pédagogie ou de l'andragogie, on doit changer ça en regardant est-ce que les bassins pédagogiques actuels de nos pays africains correspondent à nos bassins économiques. Est-ce que nous formons vraiment? Je prends un exemple. Si vous formez 300 secrétaires bureautiques, j'ai rien contre, je les encourage. Mais si vous les formez, là où on vient de découvrir, par exemple, une grande mine, est-ce que ce sera utile d'avoir 300 filles ou garçons formés pour être secrétaire bureautique, ou est-ce que ce n'est pas les petits métiers de la mine qu'il faut faire comme formation? Moi, je connais bien ma jeune sœur qui est juste à côté, qui se bat sur les questions justement de transport. Ça fait au moins déjà 1 ou 2 ans, je la vois comment elle porte ça au niveau de l'Afrique. Voilà, ce sont toutes ces jeunes filles-là qui ont des beaux projets comme ça, qui s'investissent, qui parcourent le monde, qui essayent de se valoriser. Mais il faut qu'on les valorise d'abord dans nos pays respectifs et qu'on les valorise dans notre propre continent. Donc, communauté de bonnes pratiques, je dirais qu'il faut former autrement pour répondre aux besoins réels. Il faut mobiliser intelligemment les compétences au-delà des frontières. Donc, les frontières, c'est comme je venais de l'expliquer tout à l'heure, et il faut inclure activement chaque jeune, chaque femme, en tenant compte de chaque territoire. Merci. Madame la ministre soulève un problème central, hein. On est au Maroc, qui a une politique de formation. Moi, ce qui me frappe, et Madame la ministre le disait, c'est le niveau de fuite des cerveaux. Vous allez au Canada, il y a dans chaque entreprise, dans chaque secteur, il y a un niveau de cadre marocain, tunisien, africain. Comment on fait pour à la fois garder ses talents et pouvoir être dans la mobilité, parce que le défi est compliqué. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas empêcher les jeunes de bouger, d'acquérir de l'expérience, mais est-ce qu'on est dans une politique de retour, ou comment on articule ça pour à la fois que nos talents se mondialisent, mais ne délaissent pas nos pays aussi? Peut-être M. Chouir, sur la question de la fuite des cerveaux. Oui, alors, effectivement, donc, bon, on est encore, au niveau de notre continent, on est encore en train de voir cette question comme un point négatif, c'est-à-dire comme fuite de cerveau. Et là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand il y a une mobilité qui n'est pas organisée, il fragilise. Donc ça, c'est pourquoi aujourd'hui, il est important donc, de mettre en place des partenariats solides avec ces pays pour assurer justement, donc, pour s'inscrire dans le schéma que j'ai dit tout à l'heure concernant les 3 gagnants, donc que ce soit le pays d'accueil, que ce soit le pays d'origine et aussi le talent. Moi, je pense que la question de retour, elle se pose toujours. Et aujourd'hui, nous, au niveau de notre agence, on est en train justement donc, de réfléchir à comment mettre en place des mécanismes pour permettre à la diaspora marocaine qui sont à l'étranger aujourd'hui de retourner au Maroc. Parce que à un certain moment, la question se pose pour ces Marocains. Peut-être ils passent 10, 15 ans, etc. Et ils commencent à penser à retourner au pays d'origine, à retourner au Maroc. Mais généralement, ils ne trouvent pas, ils ne savent plus par quoi commencer, quelle administration il faut contacter, etc. Donc nous, aujourd'hui, on est en train justement donc de réfléchir et de mettre en place un dispositif qui va permettre aux diasporas marocains de leur faciliter en fait le retour au Maroc. Mais bon, en plus de ça, moi j'aimerais quand même
vu le contexte de cette conférence, donc de parler un peu de ce que fait l'ANAPEC dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Et je pense que c'est le cas pour pas mal d'autres pays africains. Donc aujourd'hui, depuis 20 ans déjà, nous avons plusieurs conventions avec les pays africains. Je parle de la Mauritanie, je parle du Niger, du Cameroun, du Ghana, du Gabon, Djibouti, plusieurs pays. Hein, donc et ça, dans une ambition donc, de partager les expériences et échanger. Donc, régulièrement, on reçoit des délégations africaines, que ce soit pour des stages, que ce soit pour des formations, que ce soit pour des échanges de bonnes pratiques. Aussi, nous organisons donc, avec des organismes internationaux comme l'OIC, PISNET, des rencontres de haut niveau donc pour les différents pays africains. L'ANAPEC a aussi contribué dans la création ou dans du réseau africain des services publics d'emploi, qui regroupe aujourd'hui 19 pays africains et qui est un espace d'échange. Donc aujourd'hui, oui, ça existe, mais est-ce que vraiment, donc en matière d'évaluation, donc après ces années d'existence, est-ce que ça répond réellement aux besoins du continent? Et pour terminer sur un point que je trouve moi personnellement très positif, donc le Maroc a deux conventions donc avec la Tunisie et le Sénégal. Ça concerne en fait les contrats étrangers. Donc, comme vous le savez, donc un étranger pour qu'il puisse exercer au niveau du Maroc, il y a toute une procédure pour obtenir une autorisation. Et c'est le cas dans les autres pays. Pour le cas de la Tunisie et du Sénégal, donc on a une convention avec des mesures dérogatoires qui permettent aux ressortissants de ces pays donc d'exercer au Maroc sans faire recours à cette demande d'attestation. Je pense que c'est un modèle qu'il faut peut-être dupliquer et c'est un exemple que les autres pays doivent peut-être mettre en place avec les pays voisins, par exemple. Juste pour comprendre, hein, pour être sûr que j'ai bien compris, un ingénieur informaticien sénégalais à Dakar peut venir travailler au Maroc, Oui. Sans procédure administrative lourde. Sans passer par la procédure de demande. D'accord. Donc c'est Sénégal, Tunisie pour le moment. Sénégal et Tunisie, exactement. D'accord. Et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps C'est ou... dans les deux sens. Hein. D'accord. Alors, on parle de la question de la mobilité. Je pense à Fadima et Hatim qui sont dans l'entrepreneuriat. Une des réponses qu'on a vues surgir ces dernières années à cette sorte de talents africains qui vont vers le nord, c'est ce qu'on a appelé le retour par l'entrepreneuriat, ce qu'on a mis entre guillemets les REPAT. Est-ce que l'entrepreneuriat, on sait que nos pays ont des politiques de retour très faibles, est-ce qu'en l'absence de politique de retour des talents, est-ce que l'entrepreneuriat est une forme de mobilité dans l'autre sens, ou est-ce que finalement pas du tout, ou est-ce que c'est un levier seulement? J'aimerais bien vous entendre là-dessus, vous que êtes entrepreneur, Hatim ou Fadima, comme vous voulez. Je pense qu'il faut commencer plutôt par parler de circulation, de savoir et de cerveau, au lieu de parler de fuite de cerveau. Parce que je reste convaincue en fait que c'est vrai qu'on a des talents en Afrique, mais il faut une Afrique qui est ouverte. Et pour avoir une Afrique qui est ouverte, il faut forcément que des talents africains puissent voir aussi ce qui se fait ailleurs, en Europe, aux États-Unis. Et j'ai adoré la métaphore de Madame, de Votre Excellence, où vraiment s'enraciner en Afrique et planter ses branches ailleurs dans le monde. Pour l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on remarque un engouement sans précédent de la diaspora, en l'occurrence marocaine, qui souhaite entreprendre au Maroc. Et en général, ça concerne le Maroc qui a une politique très proche de suivi de la diaspora, et surtout en fait le Maroc a toujours été dans le cœur de la diaspora,
Et ça, c'est grâce à une vision royale de Sa Majesté qui a créé une désinstitution depuis 1992 avec la Fondation Hassan II, qui a fait un rôle conséquent pour garder le lien entre la diaspora et le Maroc. Et donc l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est un levier qui est plutôt simple, on va dire, en termes de complexité, et surtout, en fait, c'est un sujet qui plaît, qui donne envie aussi à la jeunesse de pouvoir rêver grand. Après, l'entrepreneuriat en Afrique, c'est pas la chose la plus simple, parce que quand on vient aussi avec un mindset de diaspora qui ont les deux casquettes européennes comme exemple et africaines, on reste quand même avec des procédures européennes qu'on ne va pas trouver dans le continent. Et il faut aussi savoir et avoir les codes du continent pour entreprendre dans le continent. Et c'est un conseil que je donne tout le temps à tout entrepreneur qui souhaite se lancer dans l'aventure entrepreneuriale en Afrique, c'est de rester humble. Parce qu'on a souvent la tendance de venir du nord vers le sud en disant qu'on va venir avec une technologie qui va vraiment faire quelque chose d'énorme pour le continent, alors qu'on est là pour donner, mais on est là surtout pour apprendre. Et ça, il faut vraiment que le mindset aussi de la diaspora puisse être conditionné en conséquence. C'est que en Afrique, il y a déjà des talents qui sont très brillants. Et je pense le plus important, c'est surtout de créer ces ponts d'échange entre la diaspora, entre le continent et surtout l'entrepreneuriat, c'est un des ponts de cet échange-là. Mais l'aventure entrepreneuriale en Afrique, c'est quelque chose, pour être très très transparente avec vous. Et pour ça, il faut aussi une adaptation de la diaspora, mais aussi une adaptation de l'administration. Parce que quand on parle entrepreneuriat, on parle aussi démarches administratives. Et pour faire des démarches administratives, c'est très très compliqué, c'est encore méconnu. Et il faut aussi que l'administration puisse s'adapter à ces entrepreneurs qui viennent d'ailleurs, qui viennent en fait avec une perspective qui est différente, qui sont là et qui ont envie en fait de faire quelque chose pour le pays et leur donner les moyens pour cela. Fadimatou, le Cameroun est un des pays qui a une des diasporas qui comporte beaucoup de talents brillantes. Est-ce qu'il y a d'abord une politique de retour de ces talents, ou en tout cas de mobilité? Et puis, est-ce que l'entrepreneuriat est un levier qui marche aussi au Cameroun comme au Maroc avec le phénomène des retours? Déjà, le Cameroun a sa particularité parce que tout Camerounais est un entrepreneur. On se développe beaucoup dans le secteur informel. Le fait qu'il n'y ait pas de planification, d'intégration de toute cette jeunesse camerounaise a rendu les jeunes Camerounais auto-entrepreneurs. Et donc, le secteur informel au Cameroun est le secteur le plus répandu parce qu'on est tous des commerçants. Donc, ça fait que si je reviens un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la fuite des cerveaux, on oublie que la richesse de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Donc, pour dire que si on a des jeunes Africains qui ont accès aux formations nécessaires en pénurie dans les autres pays, les échanges diplomatiques feraient qu'on puisse absorber cette jeunesse africaine sans avoir nous-mêmes un déficit. Mais la grosse problématique, c'est l'accès au financement, pour la plupart du temps, à ces formations techniques. Donc, je vais revenir sur mon secteur parce que moi, je parle toujours de mon secteur en disant que c'est le pilier du développement de toutes les autres économies. Sans l'aéronautique, on ne se retrouverait pas là en très peu de temps. Mais les statistiques mondiaux démontrent qu'on a un manque en personnel qualifié. Mais ce manque en personnel qualifié criard n'est pas à la portée de tout Africain. Former un pilote, c'est au moins dans les 30 000 €. Combien de familles africaines, même s'ils ont des jeunes brillants, talentueux, ont la capacité de se former pour aller travailler? Pas beaucoup. Maintenant, ceux qui ont la chance de se former, soit par des programmes d'entreprise ou par la famille qui s'est sacrifiée, vont naturellement aller au Moyen-Orient, en Europe, pour essayer de gagner beaucoup plus. Par contre,
Je vais prendre le modèle du Gabon et je suis heureuse encore de repartager le panel avec son Excellence. Le Gabon aujourd'hui en Afrique centrale se positionne comme le modèle d'intégration et d'insertion de jeunes. Pourquoi? Parce que des 6 pays de la CEMAC, ça fait 11 ans que j'ai mon association, ça fait 11 ans que j'organise des événements jeunes pour ramener les États, les institutions, le secteur privé d'éducation à s'investir dans le secteur aéronautique. Mais le Gabon, l'année dernière, à travers son programme de bourse, a réintroduit la bourse et a envoyé 350 jeunes Gabonais en formation en Éthiopie. Donc, quand on voit ce modèle d'intégration, c'est des formations qui n'étaient pas à la portée de tous ces jeunes-là, mais c'était des jeunes talentueux qui, par une sélection transparente, ont pu avoir les bourses transparentes, sont en formation et pourront réintégrer le marché, mais pas que le marché gabonais, parce qu'en fait, le Gabon, dans sa vision de développement, parce que ce qui est important, c'est que chaque pays doit pouvoir avoir un plan de développement, un master plan à suivre pour son développement personnel, dans ses accords diplomatiques avec certains pays, aura la capacité de, par exemple, en cas de besoin, leur donner leur talent pour une certaine période, sachant qu'eux aussi, ils ont un plan de croissance. Donc, ça revient à ce que je disais plus tôt. Il faudrait qu'à travers les nouvelles technologies qui sont courantes aujourd'hui en Afrique, qu'on essaye d'identifier les secteurs qui ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée à tous les niveaux, et maintenant voir déjà ce qui existe sur le continent et faciliter cet échange de mobilité. Par exemple, le modèle du Sénégal avec le Maroc, on aimerait bien le voir pas qu'au Maroc et le Sénégal, mais aux Africains, parce que les secteurs industriels en cours de développement au Maroc feront que demain, on sera surpris de voir que la main-d'œuvre va venir de l'Europe, de l'Asie, de l'Inde, alors qu'on a des jeunes Africains qui sont talentueux, qui n'ont pas l'argent pour se former, mais qui pourraient bénéficier des programmes de formation ou d'alternance, pourquoi pas. Donc, il faut bien qu'on puisse innover dans notre façon de penser, en sachant que l'Afrique, c'est le grenier de cette jeunesse qui doit aussi faire partie de ce qui se passe dans le monde. Je parle sous le contrôle de Madame la ministre Toutoum Leclerc. Il me semble que, à l'image de ce que montrait M. Chouir avec le Maroc, il me semble que le Gabon a, pendant les années 80-70, eu un programme de recrutement des enseignants sénégalais au Gabon. Donc déjà, on était dans une vision de mobilité sud-sud. Effectivement, d'ailleurs, moi j'ai eu comme professeur de mathématiques M. Haïdara. Vous voyez, il y avait déjà cette mobilité-là. On a reçu des enseignants marocains, on a reçu beaucoup d'enseignants qui sont venus du Sénégal et même du Bénin. Donc, vous voyez, il y a eu déjà cette mobilité sud-sud et avec les déficits. Elle continue toujours? Nous avons encore des enseignants qui viennent de ces pays-là, tout en formant les nôtres. Par exemple, dernièrement, on a fait un programme de 900 profs de sciences pour pousser les jeunes Gabonais à embrasser la carrière enseignante ou devenir des professeurs de sciences, parce qu'il y a un déficit qui est très important. Lorsqu'ils brillent dans les matières scientifiques, c'est normal, ils pensent aller dans le secteur du pétrole, ils pensent aller dans les assurances et dans les banques. Donc c'est un travail que nous faisons pour rendre attractif à nouveau les professeurs de sciences. Mais vraiment, merci à ma jeune sœur qui a parlé de l'investissement du Gabon dans le domaine des bourses, dans l'aéronautique. Mais c'est ça, c'est-à-dire que nous devons continuer à former dans les secteurs en tension ou dans les secteurs où nous n'avons pas assez de personnes qui peuvent avoir ces qualifications-là. Parce que il ne faut pas attendre qu'un projet se termine pour penser à la formation. C'est dès que l'idée du projet émerge, il faut tout de suite penser déjà à former. Parce que quand vous allez terminer, par exemple, un barrage hydroélectrique ou bien une mine que vous voulez développer dans le manganèse et autres, si ça vous prend entre 3 ans et 8 ans, si vous attendez à la fin, vous n'aurez ni jeunes Gabonais, ni Camerounais, ni autres qui seront bien formés pour venir travailler chez nous, et on aura encore recours à la main-d'œuvre qui vient du monde entier. Alors que dès que l'idée émerge et qu'on dit qu'on va se lancer dans tel projet, parfois il faut même regarder ce que font les voisins. Dès que le Gabon dit quelque chose, je vais lancer tel grand projet, le Cameroun et autres, il faut former. Parce qu'il faut que nous-mêmes nous soyons ce réservoir de ces talents-là que nous mettons à la disposition de nos propres pays, mais des autres pays. Et les talents africains, ce n'est pas seulement un slogan ou une phrase qu'il faut dire comme ça. C'est un investissement quotidien de tous les acteurs, comme je le disais tout à l'heure, les gouvernants,
les entreprises également qui doivent, par exemple, chez nous, on a une taxe qui est prélevée chez les entreprises pour financer la formation professionnelle. Il faut continuer à le faire, c'est des modèles qui doivent exister. Il faut, quand les enfants recherchent des stages, parfois, c'est pas normal que dans la formation professionnelle, dans l'enseignement technique, ils cherchent où aller en stage. Ne fût-ce que tout ce que nous construisons dans nos pays, par exemple dans le domaine du BTP et de bois, il faut exiger aux entreprises de prendre nos enfants. Mais il faut organiser tout cela. Il faut aller vers beaucoup plus de formation, notamment pour tout ce qui est technique, dans la formation en alternance, la formation duale comme on le voit en Suisse, et puis s'inspirer de ce qui marche ailleurs. Maroc, Rwanda, Ghana et au Sénégal et autres. Il faut s'inspirer de ça en se disant ce que mon frère a fait, et si c'est mieux que ce que moi je fais, je vais aller apprendre de mon frère, plutôt que d'aller en Europe ou en Amérique encore une fois. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes problématiques. Nous sommes en concurrence sur les questions technologiques. Et il y a un problème réel aussi de transfert de compétences. Beaucoup de sociétés viennent chez nous, s'installent, explorent, etc. Est-ce qu'il y a un réel partage de compétences? Pas toujours. Alors que si on arrive à s'associer et parfois avoir même des consortiums d'entreprises africaines pour briguer les grands mandats, je pense que nous pourrons faire quelque chose qui est fantastique. Donc moi, je crois à la mobilité qui est maîtrisée. Moi, je pense à un investissement en ce qui concerne l'éducation et l'innovation, parce que c'est une question de souveraineté de notre pays. Il faut que les jeunes Africains se décomplexent de tout ça en se disant nous devons valoriser ce que nous savons faire à travers le digital. Vous pouvez être assis ici au Maroc, travailler pour les États-Unis tout en continuant à travailler aussi pour votre pays. Merci. Peut-être un mot de M. Luigi avant de donner la parole à la salle, à ceux qui veulent poser des questions ou intervenir sur la question de la mobilité. Mobilité à travers le pays, hein, c'est ça? Non, les deux types de mobilité, nord-sud, puis sud-nord et peut-être sud-sud. Comment favoriser, comme disait M. Chouir, une mobilité gagnant-gagnant? Que les talents n'aillent pas au sud et restent au nord et restent au nord. D'abord, je voudrais dire qu'effectivement, j'avais des idées, mais là, en écoutant tout le monde, je pense que c'est... D'abord, il faut être clair. La problématique, avant d'arriver à la mobilité, c'est de former les gens. Former les gens, ça commence, il y a 4 étapes. D'abord, il faut que les étudiants aient envie d'être formés. Deuxièmement, il faut avoir... Ils ont envie quand même. Oui, mais... Ils manifestent un peu partout en Afrique non, mais juste pour de l'électricité, de l'éducation. Je suis ingénieur, je vais schématique de façon schématique bêtement. D'accord. Donc, il faut d'abord avoir les gens qui ont envie d'être formés. Après, il faut avoir des bonnes institutions, bons instituts de formation. Ça, c'est fondamental. On l'a vu en Europe. Partout, c'est pareil. Parce que si on n'a pas les bonnes universités, des bons instituts, on n'attire pas les gens qui sont locaux, même d'autres pays, justement, d'autres pays africains, mais d'ailleurs. Parce que c'est ça et ça, c'est important. Ça va créer le point fort. Troisièmement, comme justement votre Excellence a dit, il faut l'aide des industries, parce que les industries sont le moteur de ça. Derrière, c'est l'argent. L'argent est là. Il ne faut pas chercher l'argent dans les États, dans le gouvernement qui ont toujours des problèmes de budget, etc. C'est l'industrie. Donc il faut l'aide de l'industrie. Et forcément, il faut l'aide du gouvernement derrière, politique et tout ça. Donc il y a 4 étapes à franchir. Une fois qu'on a franchi 4 étapes, on suppose qu'on a des gens formés. Et je rejoins mon collègue, justement, la mobilité, l'Erasmus en Europe, on a vu, moi j'ai bougé il y a 41 ans d'Italie, je suis allé en France, même s'il n'y avait pas Erasmus, il y avait autre chose, mais à l'époque j'étais un peu un cas bizarre, parce que ça n'existait pas encore. Mais aujourd'hui c'est naturel en Europe, et on voit ces brassages de compétences, ça donne quelque chose. Je le vois à Bruxelles, etc. Donc, ça peut marcher, mais ça prend du temps, c'est sûr. Maintenant, nord-sud, sud-est, au sud-sud, ça, je dirais, c'est un problème qui doit être réglé entre les différents États d'un continent. Et ce n'est pas facile, parce qu'on a vu qu'en Europe, c'est aussi extrêmement compliqué. Encore plus compliqué, je dirais, je peux imaginer en Afrique, comme c'est les multiples Afrique. Mais il y a aussi une multiple Europe, il ne faut pas croire. Donc c'est compliqué, mais le fait de former, de faire bouger et de retenir
les compétences, c'est fondamental. Et là, je reviens, pour conclure, un dernier point. Tout à l'heure, j'ai insisté sur le mot la résilience. La résilience n'est pas seulement la résilience dans les infrastructures critiques. La résilience, c'est aussi dans le fait d'avoir des compétences. Parce que si on n'a pas les gens, si on ne retient pas les gens, on a des faiblesses, des points de dépendance des compétences qui viennent d'ailleurs ou qui sont partis ailleurs. Nous, on forme des gens, les gouvernements et les industries investissent dans la formation des gens et après, cette compétence est utilisée ailleurs et on crée une faiblesse dans l'État. Donc, un problème, et l'État est moins résilient face aux attaques, aux crises, ou n'importe quoi. Donc, on se crée soi-même des problèmes. Et on investit pour se créer des problèmes, parce que les gens sont partis. C'est un paradoxe. Merci. Alors, il nous reste à peine une dizaine de minutes. Je me tourne vers la salle s'il y a des questions. Alors, je vois monsieur qui lève la main. Alors, veuillez juste vous présenter, dites votre structure ou profession et à qui vous adressez éventuellement la question. Bonjour à tout le monde. Moi, j'adresse la question à tous les panélistes. Je m'appelle Chersi Diabayo. Moi, je suis ancien activiste politique en Gambie. Pour ceux qui me connaissent, j'ai fait mes classes au Sénégal. Aujourd'hui, j'ai créé une société de consulting et de services au Maroc, parce que ma femme est marocaine et que j'adore le Maroc. Et bravo de toute façon à tout ce que le Maroc fait depuis des années. Moi, pour ma part, j'ai 46 ans, donc on va dire que je suis dans l'âge intermédiaire et dans ma plénitude professionnelle. Mais j'ai une question. Depuis ce matin, quand j'écoute tout le monde, la plus grande institution africaine, c'est l'Union africaine. Après, on a des institutions sous-régionales. Mais je me demande, et je ne sais pas, peut-être quelqu'un pourra me répondre ici, est-ce qu'il y a un organe ou une union africaine de la formation professionnelle? Vous avez compris ma question? Oui. Oui, alors peut-être Madame la ministre qui a été à l'Éducation nationale ou Monsieur le directeur général Chouir, est-ce qu'il y a une structure fêtière en matière de... Naissance, non. Mais je pense qu'il y a, voilà, il y a des commissions dans le cadre de l'Union africaine, etc., pour discuter des questions de la formation. Mais une institution indépendante qui se charge de la formation, à ma connaissance. Madame la ministre. Peut-être pour compléter ce que disait mon collègue, oui, il n'y a pas une union africaine de la formation professionnelle, mais il y a des initiatives pour partager des communautés de bonnes pratiques, notamment ici avec l'OFPPT du Maroc, par exemple le Gabon. Nous travaillons sur les questions de formation professionnelle. Nous envoyons ici nos formateurs pour faire la formation des formateurs. En travaillant également avec les bourses d'ailleurs du Maroc, nous envoyons aussi nos apprenants, les apprentis qui viennent dans le cadre de la formation professionnelle pour suivre leur formation au Maroc. Par contre, ce que vous émettez, c'est quelque chose d'important qui peut être une initiative de se dire, voilà, chacun de nous aspire au grand développement. Nous sommes des pays, comme on dit, on voit des développements, et il y en a beaucoup qui réussissent un peu plus que d'autres. Est-ce qu'on ne devrait pas s'asseoir pour regarder ensemble quelle est la communauté des bonnes pratiques? Qu'est-ce que nous faisons de bien dans certains pays dans le domaine de la formation professionnelle et pouvoir l'adapter? Par exemple, ici, il y a des cités de métiers, par exemple, qui se font. Nous, au Gabon, on a beaucoup investi dans les centres de formation professionnelle. Chaque centre de formation professionnelle, on a dépassé à peu près sur les 4 centres, 20 milliards, chaque fois un peu plus de 80 à 100 milliards d'investissements pour la formation professionnelle. Mais à côté de ça, ce n'est pas que de construire et d'avoir des équipements, c'est changer le regard de chaque Africain sur la formation professionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans nos États? Commençons par les parents. Ils ont l'impression que les enfants qu'on envoie dans la formation professionnelle et même dans l'enseignement technique et professionnel où on a les bac-tech, que ce sont tous ceux qui ont échoué dans l'enseignement général qu'on doit aller les verser là-bas. Ah non, il faut changer ça. Il faut leur dire non. À la formation professionnelle, on apprend des métiers où on peut être un ouvrier bien qualifié. Et regardez un petit peu ce que nous faisons aujourd'hui. Pour utiliser ce micro, qu'est-ce qu'on a fait appel? Technicien. C'est les techniciens. C'est la formation professionnelle, c'est l'enseignement technique. Pour que je sois assise ici, c'est quoi? C'est la formation professionnelle. Pour que vous-même en face, vous puissiez communiquer tout ce qui se fait ici. C'est
c'est la formation professionnelle et l'enseignement technique. La lumière que nous utilisons, les écrans et autres, au quotidien, dans nos petits gestes du quotidien, nous avons recours au talent de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Et pourtant, les parents parfois condamnent le choix de certains enfants quand ils veulent s'orienter vers la formation professionnelle et l'enseignement technique. Donc, il y a un problème de mentalité à combattre. Il faut faire de la communication pour expliquer tous les avantages, les métiers et autres, et justement travailler ensemble. Et quand je suis allée en Chine, j'ai vu qu'il y avait une alliance internationale justement qui traite d'un certain nombre de questions liées à la formation professionnelle. Mais nous, d'abord en Afrique, asseyons-nous lors des grandes rencontres et parlons de ces sujets-là. Et je remercie notre frère de Gambie qui a posé cette question-là, parce qu'il y a même des États où il n'y a pas un certain nombre de centres de formation professionnelle. Il y a une inégalité, même au sein de certains pays, où les gens sont obligés de parcourir des kilomètres, voire plusieurs provinces pour aller se former. Non, il faut miser sur ces formations-là dans chaque région, dans chaque territoire, et même mieux, moi j'aimerais qu'on explore les camions de formation, c'est-à-dire que vous restez dans votre zone, même la plus reculée sur le plan rural, un camion de formation vient, il se pose là pendant 3 mois, pendant 6 mois, vous donne une formation et vous puissiez développer votre territoire. Intéressant. Ça, c'est une caravane caravane. de la formation professionnelle. Idée à retenir. Et voilà. Et puis détecter les plus jeunes, parce qu'il y a un autre phénomène aussi en Afrique, des enfants qui rentrent en 6e avec un âge assez avancé, 15 ans et plus. Il faut dire à ces enfants-là, vous avez 3 options. Soit vous continuez, même si vous avez votre bac à 40 ans, c'est un choix. Et ça, c'est vos parents qui s'y engagent. L'État va toujours vous accueillir, nous avons des infrastructures publiques. Soit on vous oriente vers les collèges d'enseignement technique, que beaucoup d'États ont fermé. Il faut revenir à des collèges d'enseignement technique, ce sont des viviers pour les lycées professionnels, et plus tard, pour la formation professionnelle, il faut créer ce qu'on appelle les centres de formation d'apprentis. Il faut former les gens en les emmenant au contact d'autres personnes qui sont là, qui ont eu de l'expérience. Au-delà simplement de ce qu'on peut lire, au-delà de ce qu'on peut utiliser, c'est quand vous êtes dans le milieu de l'environnement professionnel que vous apprenez parfois le plus vite et le mieux. Merci, merci Madame la ministre. Alors, on peut prendre une toute petite dernière question là devant, Madame, mais une toute petite dernière parce qu'il nous reste 3 minutes. Je crois que c'est là, non? Vous avez levé la main, non? Ou on prend les deux parce que... Allez-y rapidement et puis Madame. Bonjour à tous. Allez-y. Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed, j'ai 27 ans, je suis jeune entrepreneur de la membre de la diaspora et j'ai une question pour Madame Zineb. Votre rôle auprès des Marocains entrepreneurs est fondamental pour stimuler l'investissement local, autant que membre de la diaspora qui souhaite s'installer au Maroc pour lancer une activité d'import-export automobile. Je suis confronté à 2 perceptions. D'un côté, le Maroc est une plateforme d'exportation vers l'Afrique et de l'autre, les démarches administratives et l'accès au financement pour un nouveau résident peuvent être perçus comme complexes. Ma question, au-delà des incitations fiscales générales, quels sont les mécanismes d'accompagnement spécifiques que Marocains entrepreneurs ou ses partenaires mettent en œuvre pour faciliter l'installation et accélérer la croissance des entrepreneurs ici de la diaspora dans des secteurs à forte logistique comme le mien? Merci. Alors, la dernière question ici, la toute dernière, et puis on fait une réponse. Bonjour, merci. Moi, ça serait plutôt pour continuer sur les interventions, parce qu'il se trouve que je travaille pour l'Union africaine. Donc, pour répondre à monsieur, alors, effectivement, il n'y a pas d'institution spécialisée sur la formation. Par contre, il y a beaucoup de programmes. Il faut savoir que l'Union africaine se concentre sur assister les États membres à mettre en place des politiques d'inclusion pour les jeunes, pour les femmes, pour les jeunes, dans des industries bien spécifiques. En ce moment, on s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat dans différentes industries. Donc l'Union africaine, en fait, intervient à un niveau beaucoup plus haut, à aider les États membres avec les négociations avec l'Europe, etc., pour pallier justement à cette histoire de brain drain, et en fait assister les pays pour qu'eux mettent en place les formations qu'il faut pour aider leurs jeunes. Voilà, merci. Ben merci, ce fut heureux. Alors, Hatem qui a été interpellé par la question de jeunes entrepreneurs. Oui, alors, il y a à Maroc Entrepreneur, on a lancé un programme d'incubation qui s'appelle Tremplin Maroc, le tremplin vers le Maroc,
qui est un des premiers programmes d'incubation faits par la diaspora pour la diaspora et qui a pour but de accompagner et surtout en fait de mettre en relation la diaspora entrepreneur qui souhaite connaître mieux les institutions qui accompagnent l'entrepreneuriat au Maroc. Il y a Tamwilkoum qui joue un rôle aussi fondamental dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Il y a l'AMDI aussi, l'Agence marocaine de développement et d'investissement d'exportation. Il y a aussi, on a la chance d'avoir aussi un ministère qui prend les sujets de la petite entreprise et de l'entrepreneuriat à cœur. Donc il y a tout un écosystème qui est mis en place au Maroc et c'est vrai qu'il faut le connaître et en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire aussi au sein du réseau Maroc Entrepreneur, c'est de jouer un peu le rôle de guichet unique sur place à la diaspora et surtout au lieu de prendre un billet et venir se renseigner sur place, nous on fait l'inverse, c'est-à-dire on demande aux institutionnels, à ces institutions de venir présenter leurs programmes, les programmes d'accompagnement qu'ils font pour la diaspora. Merci, c'était Hatim Zineb, président de Marocco Entrepreneur. Je remercie Lucie Rebuffi, secrétaire générale de Women, alors pour que je n'accroche pas, secrétaire générale de Women for Cyber Foundation, Fadimatou Nouchemo, qui est directeur pays d'Afrijet, Gabon, Cameroun, Abdellah Chouir, directeur général de l'ANAPEC, Madame la ministre d'État, son Excellence, ancienne ministre de l'Éducation nationale du Gabon, Camélia Toutoum-Leclerc. Merci et puis à tout à l'heure pour le prochain panel. Une petite photo pour le modérateur.